Nesrine Slaoui, tu es journaliste, réalisatrice et autrice. Tu viens de publier Notre dignité, un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile. Un essai dans lequel tu proposes un terme spécifique pour désigner l'entrecroisement de sexisme et de racisme que subissent les femmes maghrébines, particulièrement en France. Tu parles d'arabisogynie. Tu te situes dans la lignée d'autrices et de chercheuses qui sont chères à mon cœur, comme la sociologue Hanan Karimi, qui est citée dans le livre. Et tu signes là un ouvrage implacable, un livre dont tu avais besoin, question de survie, écris-tu. C'est déjà ton 3e livre et tu as tout juste 30 ans. Ça donne une petite idée de la jeune prodige des médias que tu es. Tu es chroniqueuse dans l'émission 28 minutes. Tu as interviewé Emmanuel Macron entre les 2 tours de la présidentielle pour le média Bouscapé. Tu as co-réalisé un documentaire sur Kim Kardashian pour Arte. Tu fais de la pédagogie politique sur ton compte Instagram aux 300K. Tu fais partie des candidats du jeu télévisé qui cartonne Loup-garou sur Canal+. Ah, et j'oubliais, tu as un petit rôle dans le film Phénomène de Justine Triet, Anatomie d'une chute, n'en jetez plus. Nesrine, tu es belle, intelligente, éloquente, toujours stylée, et tu sembles sur le papier incarner la réussite parfaite, la fille qui a tout, comme on dit. Mais quand on te lit, on comprend que ton ascension a été semée d'embûches. On y croise des violences sexistes, du harcèlement et beaucoup de solitude. D'ailleurs, ton premier livre, un roman, s'appelait « Seule ». C'est une thématique que j'ai retrouvée en filigrane dans ton dernier ouvrage, que je sens vibrer d'une énergie très particulière entre la détermination et la fatigue. Et c'est une énergie que je reconnais bien. Nesrine, on est fin 2024. Ton livre est sorti il y a 1 mois. Comment ça va aujourd'hui, genre, vraiment ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très touchant comme présentation quand on fait le bilan, c'est vrai, de ces dernières années. Donc, merci déjà beaucoup, Lorraine, de m'avoir proposé d'être ici. Alors, professionnellement, ça va super bien. Je construis tout ce que j'ai envie de construire depuis tant d'années. Mais c'est vrai que là, si je dois être honnête, en l'instant T, il y a de la fatigue. Et il y a aussi... alors, comment le formuler ? D'un point de vue sentimental, ça fait 5 ans que je ne vais pas bien. C'est-à-dire du côté de ma vie amoureuse. J'ai traversé une épreuve qui prend encore 5 ans pour m'en remettre, en réalité. Je ne pensais pas que ça allait perdurer autant de temps. Et j'en parle ici parce que j'en parle aussi dans mon livre. Dans le livre, voilà, ouais, je voulais qu'on y revienne d'ailleurs. Je suis totalement transparente là-dessus. Je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a plein de femmes de mon âge de 30 ans qui font le choix du célibat. Moi, chez moi, c'est un choix de célibat, mais c'est un choix volontaire de me protéger de la violence sexiste dans nos couples, de la charge émotionnelle, de la charge mentale, etc. Mais c'est vrai que c'est coûteux. Enfin, je veux pas faire croire que le pro suffit à se sentir totalement en paix et équilibré. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Donc, je vais bien globalement. Je suis très contente de ce que je construis. Je trouve beaucoup de sens à ma vie dans ce que je fournis parce que j'ai la chance de faire des emplois ou en tout cas d'incarner des choses qui me sont chères et qui ne me trahissent pas. En revanche, c'est vrai que je trouve qu'être une femme célibataire de 30 ans à Paris, dans une société qui a tellement prôné l'individualisme, où on voit nos amis s'éloigner de nous pour le mariage ou les enfants, enfin, je trouve que justement, on a tellement centré nos vies de femmes sur cette nécessité de faire couple. Quand on fait pas couple, on peut vite se sentir vide et abandonné. C'est surprenant, je ne m'attendais pas à ce que tu ailles sur le terrain de la vie amoureuse et sentimentale. Et c'est une question que j'avais prévue parce que c'est des pages dans le livre qui m'ont surprise. Tu décris de façon vraiment assez frontale et intime, en fait, ce que tu as vécu, une sorte de trahison, de tromperie. C'est vrai que tu as l'air d'avoir beaucoup souffert. Je ne sais pas qui est ce connard, mais s'il nous écoute... Connard. mais je trouve que c'est honnête et juste, en fait, que tu rappelles que dans notre santé mentale, dans notre bien-être psychique, cette partie amoureuse, en fait, elle vient peser lourd parfois, quoi. Mais en plus, je me sentais responsable de le raconter, pas parce que je sentais une injonction, mais plus parce que j'ai beaucoup entendu, moi, dans ma vie, que les femmes belles ont trop de chance, qu'elles ne souffrent pas, qu'elles sont l'objet de désirs masculins, et que du coup, surtout quand j'étais plus jeune, parce que j'étais presque bimbesque dans ma façon de m'habiller, de me présenter au monde, je me suis un peu bizarrement assagie, ou j'ai juste vieilli, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai longtemps eu ce stéréotype-là. Beaucoup de femmes l'ont dit frontalement, ont eu le courage de me le dire, mais non, mais toi, tu dois pas du tout galérer avec les hommes. Enfin,
t'es belle, donc tu dois les séduire. Et je me suis rendu compte que justement, c'était pas du tout. On est objectivé quand justement on joue sur notre apparence physique. Et je crois que je commence à toucher du doigt quelque chose dans ma réflexion. C'est que je pense que dans le système patriarcal, certains hommes peuvent être tellement jaloux du fait que nous soyons belles, intelligentes, qu'on ait des qualités humaines, qu'ils essayent de nous détruire pour ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense que beaucoup de femmes autour de moi, si je dis ça, c'est parce que je veux que ça décomplexifie nos vies sentimentales et que ça aide certaines femmes à se sentir concernées par ça, parce que je pense qu'on en parle très peu. Donc moi, c'était un peu Puis c'est safe pour moi, le livre comme le podcast, j'ai pas de problème à en parler, ça ne m'abîme pas, ça ne me violente pas. Et c'est vraiment une manière de dire à toutes les femmes qu'on traverse toutes ces périodes-là, qu'il faut être honnête là-dessus. Moi, je sais que ça a bouleversé ma vie, parce que comme tu dis, moi j'ai vécu une double vie, enfin pas moi, j'ai pas mené une double vie, mais j'étais en relation avec un homme pendant quasiment 5 ans, donc, et dans une période extrêmement charnière pour moi. Donc j'avais entre 18 et 24 ans, donc l'époque où on se construit en fait dans nos relations amoureuses, etc. Et donc j'ai appris que ce jeune homme menait une double vie, qu'il était fiancé avec la deuxième jeune femme. Et en fait, quand je l'ai appris, il a coupé les ponts et il a disparu. Donc je me suis retrouvée devant un vide abyssal. Et je pense, comme beaucoup de femmes, comme je le raconte, en fait, j'ai surcompensé par ma réussite professionnelle. Bien sûr. Maintenant, si j'en parle avec autant de recul, ça veut dire que je suis aussi en paix avec ça. Mais justement, c'est arrivé 6 mois avant la sortie de mon premier livre, donc avant Illégitime. Et j'ai tout mis. En fait, au lieu de m'asseoir avec moi et de me dire « Est-ce que ça va ?» Vraiment, ce que tu viens de faire. Est-ce que tu vas bien? T'es pas obligé d'être forte, t'es pas obligé de porter le monde sur tes épaules. T'as le droit c'est violent ce que tu as vécu, en fait, t'as le droit de pleurer. C'est-à-dire que moi, j'ai dû imaginer la personne que j'aimais se marier pendant que moi, j'étais seule dans mon coin. Enfin, c'est vraiment brutal, quoi. C'est d'une immense violence. C'est d'une immense violence. Et c'est un rejet total de ma personne. Et c'est surtout, je pense que quand on nous trahit à aussi grande échelle, mais peu importe que ce soit amical ou amoureux, d'ailleurs, on finit par se questionner sur nos perceptions, etc. Donc moi, je pense que j'ai surcompensé. J'en ai vraiment beaucoup souffert au tout début, donc en 2019-2020, quand je l'ai appris. J'ai surcompensé par la productivité au travail, en fait. C'est-à-dire, j'ai fait des livres, j'ai fait plein de trucs. Je suis partie vivre à Marseille, et puis j'ai fait ci, j'ai voyagé. Enfin, vraiment, il fallait que je comble le vide. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, le vide est revenu. Et je m'y suis confrontée, et j'ai écrit seule d'ailleurs mon roman à partir de ça, parce que Seul, c'est un peu un roman de vengeance. J'ai pas envie de spoiler la fin, mais c'était une thérapie pour moi, ce livre. Et c'est aussi le féminisme qui m'a aidée, parce que j'ai toujours été féministe. Mais le féminisme a pris une autre dimension pour moi après cette rupture, parce que ça me permettait d'aller dans un autre champ qui n'avait pas encore été vraiment étudié en France. En tout cas, ça a commencé sur l'amour, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, on vit des violences dans l'intime qui sont indicibles, et j'ai l'impression que toutes les femmes font semblant que tout va bien. Alors que je suis sûre que moi, quand je vais au travail, quand je suis allée dans des rédactions, je suis sûre qu'il y a plein de femmes autour de moi qui sont en souffrance, parce que pas comprises, parce qu'incapacité d'être entendues dans nos émotions, parce que pas consolées. Et nos copines là-dedans, c'est ce que j'écris dans Notre dignité, mais le nombre de coups de fil, d'heures au téléphone dans le restaurant où j'ai passé avec mes copines à analyser des hommes. On a perdu tellement d'énergie et tellement de concentration. Et j'ai fini par développer même une forme de colère aujourd'hui, parce que, pas vis-à-vis que de ma souffrance, mais de celle que je vois autour de moi, la souffrance des femmes dans leurs relations amoureuses. Moi, ça me rend... J'ai envie d'aller crever des pneus, en fait. Vraiment, j'ai un truc de... Mais ça suffit, quoi. Ça suffit. Je vois que des femmes brillantes, qui ont la capacité d'aller... Surtout que moi, je pense que plus on est victime de discrimination, plus ça nous rend sensibles. Et donc, plus on a une lecture du monde qui est précise. Moi, mes copines, elles sont tellement géniales. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'elles souffrent comme ça. Et parce qu'elles sont pas traitées comme elles le méritent, quoi. Donc, tout ça pour dire que oui, effectivement, j'avais compensé cette grosse rupture, grosse trahison par une surcharge de travail. Et en fait, j'ai dû faire tout l'inverse, quoi. J'ai dû me pencher sur moi-même et accepter la douleur et pouvoir en parler calmement et accepter que ça fasse partie de mon histoire, en fait. Mais je crois qu'on est aussi nombreuses, moi je me reconnais dans ce geste que tu décris dans la vingtaine, où en fait c'est aussi un moment où on est au top de nos capacités, on a de l'énergie, on est en forme, on vient d'être diplômé, on a envie de dévorer le monde, et c'est comme si en fait à ce moment-là on demandait aux femmes de choisir quelque chose qu'on fait pas en fait beaucoup auprès des hommes, genre tu choisis en fait, ou tu deviens une bonne femme hétérosexuelle, tu la ramènes pas trop, tu te contentes d'être jolie et souriante, ou ok, tu veux une carrière, mais dans ce cas, tu vas souffrir. Et maintenant, c'est tout le travail de ma vie. C'est comment je fais pour me définir sans regard masculin. Parce que du coup, je suis célibataire depuis très très longtemps. Et là, pour le coup, c'est vraiment un choix. Comment je fais pour me définir sans regard masculin, sans approbation et sans renoncement. Parce que du coup, maintenant, je veux renoncer à plus rien, ni de ma personnalité, ni de mes rêves d'enfant, en fait.
C'est vraiment une énergie qui transparaît dans ton livre. En fait, j'ai été touchée par une phrase et je suis vraiment désolée, je suis gravissime. Parfois, je me fais gronder par mes auditrices parce que je spoil les livres. Là, je m'apprête littéralement à lire la dernière phrase du livre. Donc, faites un zappage de 15 secondes si vous voulez. Après, je révèle pas le contenu du livre, mais la dernière phrase du livre, c'est: je me présente à vous dans ce que j'ai de plus authentique, de plus vulnérable, de plus combatif. J'attends sans tressaillir les réactions décontenancées et les insultes. Je devine les messes basses sur mon passage, mais c'est si savoureux pour la petite fille qui s'agite encore en moi de déranger. Et il y a quelque chose qui me déchire dans cette phrase, parce que j'entends ta combativité et ta force, mais j'entends aussi une blessure tellement profonde. Et j'entends que tu te prépares en fait à l'avance à l'adversité, à la violence du jugement des autres. Et je voudrais pas, moi, que tu aies à vivre ça. Je voudrais pas que tu débarques dans le monde avec un protège-dents au cas où tu te prennes un coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Tout à l'heure, dans l'introduction dans la rue, je disais que tu étais un peu une petite sœur pour moi. Oh, Et ça me fend le cœur que ma petite sœur, elle se sente en danger comme ça. Bah, merci pour ton empathie, mais je pense que toutes les femmes se sentent en danger tous les jours, en fait. Je pense que c'est un sentiment qui nous est tellement commun. Et toi aussi qui as vécu du cyberharcèlement, tu sais aussi ce que c'est. En fait, ça, c'est de l'anticipation de cyberharcèlement. En réalité, ce que je suis en train de faire, parce que j'en ai vécu un terrible pour illégitime et que je me rappelle que j'avais envie de disparaître, même pour Emmanuel Macron sur Bouscapé, c'était tellement hard que j'avais envie de disparaître du monde. Donc, forcément, il faut que j'en parle. En fait, il faut que je lui dise que derrière ma détermination, il y a aussi cette zone de sensibilité. Et surtout, moi, c'est parce que je crois que le diable s'habille en Prada a créé un archétype qui est trop grave, c'est de la femme ambitieuse, froide. Ouais. Moi, j'ai une ambition de dévorer le monde, j'ai vraiment envie de tout conquérir, d'être partout, de tout faire, mais je veux pas être une méchante. Je veux pas que ce soit le récit qui soit fait de moi, et c'est pas le récit qui est fait de moi, mais justement, je pense que quand on approche le monde en ayant confiance en soi, en étant assertive, les gens pensent que vous êtes inatteignable et inébranlable. Alors du coup, on vous attaque sur tout. On vous attaque sur votre apparence physique, on vous attaque sur votre façon de parler, parce qu'en fait, le discours, c'est pour qui tu te prends de te présenter comme ça à nous. Qui es-tu pour toi à avoir confiance alors que nous, on tremble? Et ça, c'est un truc que j'essaie de déconstruire, c'est-à-dire il faut que j'accepte de faire peur. Pas parce que je suis dangereuse, mais parce que je représente quelque chose qu'on n'a pas vraiment attendu. Si je le dis, c'est parce que je l'ai vécu à Sciences Po. Tu vois, les messes basses sur mon passage, en fait, c'est quand j'arrive à Sciences Po, que je suis en talons aiguilles et rouge à lèvres rouge, et que je crée des assos et que je me fais une place dans un milieu qui est majoritairement blanc et bourgeois. Moi, je viens d'un milieu populaire et j'entendais vraiment, et les gens me prenaient en photo dans les couloirs pour se les envoyer entre eux. Ils se moquaient de moi, de ma façon de marcher, de ma façon de parler. Donc, en fait, j'ai toujours entendu des messes basses sur mon passage. Mais ça m'a jamais poussé à m'arrêter de marcher. Tu vois, ça m'a jamais freiné sur mon chemin. Mais c'est juste une manière de dire, je sais que ça fait partie de l'environnement et je vis avec. En réalité, comme beaucoup de femmes, en fait, qui ne rentrent pas dans les cases, parce que je pense qu'il n'y en a aucune d'entre nous qui rentre dans les cases, en réalité. On est toutes soit trop confiantes, soit trop timides, soit trop discrètes, soit trop entreprenantes. Enfin, donc, c'est vraiment une manière de dire, je vous entends, mais et vous pouvez continuer de parler finalement, mais moi je vais rester à la place où je dérange parce que c'est là où je m'épanouis. Moi, c'est quand je vois que je dérange que je m'épanouis en fait. Ouais. Mais il y a quelque chose, j'allais dire de dérangeant. Enfin, il y a quelque chose qui résonne en moi quand tu dis je vais rester à la place où je dérange. Et il y a un parallèle aussi intéressant à faire avec la dimension antiraciste de ton livre. C'est qu'il y a une révélation assez fracassante au tout début du livre. En fait, tu as découvert tout récemment, alors que tu étais en pleine promo donc d'Illégitime, donc il y a 3 ans. Où, d'ailleurs, dans ce livre, tu racontais le parcours migratoire de tes parents depuis le Maroc, un parcours assez complexe avec des allers-retours. Et donc, ta mère te révèle comme ça, il y a 3 ans, ah, au fait, c'est marrant, quand tu étais toute petite fille, tu as été visée par une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Et ta mère te révèle ça comme ça, alors que tu as 27 ans, que tu es en pleine promo de ton bouquin. C'est ma mère. Qu'est-ce que tu as ressenti quand elle t'a dit ça? Est-ce que justement, il y a déjà cette idée-là qui résonne où en fait, tu as un endroit où de base, tu pas la déranges? bienvenue. Ouais, totalement. Et puis ma mère, elle a un côté très comme ça de te sortir des trucs extrêmement graves avec légèreté, mais parce que c'est... Elle a l'air assez incroyable, ta mère. Ouais, elle est trop cool. Mais elle te le sort un peu comme... mais c'est pour te dire qu'elle est fière de toi. C'est-à-dire qu'elle va te sortir quelque chose de très traumatisant. Mais l'air de rien, c'est de te dire... mais en fait, en plus, c'est parce que ça a été... Moi, j'ai aucun souvenir de ça. C'est-à-dire, j'ai pas de souvenir de mon arrivée en France. Je pense que mon cerveau a totalement effacé ça. T'avais quel âge à cette époque? J'avais 3 ans. Et donc, en fait, moi, pour l'histoire, en gros, c'est d'abord mon grand-père qui arrive dans le sud de la France.
France qui travaille dans le BTP. Ma mère part en vacances au Maroc quand elle a 18 ans. Elle tombe amoureuse de mon père. C'est vraiment une histoire d'amour folle. Je porte le nom du café où ils se sont rencontrés, par exemple, le prénom. Ils allaient au café Nesrine, je m'appelle Nesrine, voilà. Donc c'est vraiment une histoire d'amour folle. Et donc elle laisse tomber la France et elle va s'installer au Maroc. Et moi, je débarque dans cette famille qui est une famille pauvre marocaine qui voit mal l'arrivée d'une fille, en fait. Que le premier enfant soit une fille, ça passe pas trop. En général, c'est un petit garçon en premier dans les milieux populaires. Et ma mère lutte pour que je sois acceptée, mais ça se passe vraiment pas bien. Enfin, il y a un vrai conflit de qu'est-ce qu'on va faire de cette petite fille, c'est une bouche de plus à nourrir. Enfin, vraiment, on est dans un milieu populaire, quoi. Donc je suis un poids. C'est pour ça que, sans vouloir du tout critiquer Simone de Beauvoir, moi je dis pas je suis devenue une femme. Vraiment, moi je suis née femme et le fait d'être femme, ça a pesé avant même ma naissance. Tu vois, je suis arrivée au monde en étant une petite fille, tu vois. Donc ça a tout changé dans la perception qu'on avait de moi et de ma naissance. Et donc ma mère me prend sous le bras, on rentre en France parce qu'elle avait encore son titre de séjour. Donc on est rentré légalement, en fait. Moi je rentre sur son passeport à elle. Et en fait, au bout de je crois que c'est un peu moins d'un an, on reçoit une obligation de quitter le territoire parce qu'au Maroc, la tutelle est paternelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas te déplacer en étant mineur sans l'accord de ton père. Ce qui explique pourquoi je suis engagée maintenant au Maroc sur ce sujet-là, en fait. Parce que ça crée des situations hyper conflictuelles pour les divorces. C'est-à-dire, par exemple, si le père part, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce que le père n'a pas signé l'autorisation d'inscription. Donc, il y a des enfants qui sont déscolarisés à cause de ça. Donc voilà, moi, j'en ai été victime à mon échelle. Et ma mère, quand elle me le raconte, je pense que c'est son acte le plus féministe, quoi. C'est d'aller au tribunal et de me défendre toute seule. Sans avocat. Elle veut pas prendre d'avocat. Et elle dit... d'ailleurs, ça, j'ai des témoignages. C'est-à-dire qu'il y a des gens de ma famille qui me le racontent. Elle dit, moi, je vais aller parler parce que c'est ma fille. Personne ne défendra mieux ma fille que moi. Et enfin, je trouve que c'est tellement puissant. Ma mère est vraiment brillante. C'est une femme incroyable qui m'a tellement appris. Et puis, en plus, vu qu'elle était... femme de ménage dans mon enfance, elle naviguait entre tous les milieux, donc elle fréquentait des ambassadeurs et d'autres types de personnes qu'elle admirait, mais en même temps, elle s'est toujours considérée à égalité avec ces personnes-là, donc elle a des débats politiques avec ses employeurs, enfin, elle ne travaille plus, mais elle a toujours eu des débats politiques enflammés, etc. Et donc, c'est vrai que quand elle me le raconte, je pense qu'elle le raconte aussi pour dire « j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Je me suis pas battue pour que tu restes pour rien ». Parce qu'elle avait vraiment... Et puis, je pense que, comme beaucoup de mamans qui se sont mariées jeunes et qui ont arrêté leurs études, elle avait un peu ce truc-là de « ma fille, je veux que tu fasses des études le plus loin possible et je veux que tu sois dans la meilleure école possible, etc. » J'ai très peu de souvenirs de mon entrée en France parce que déjà, je parlais le Darija, je parlais le marocain. C'est tout le principe de l'exil, c'est-à-dire que j'arrive en France et je parle pas bien français. Et maintenant, quand je parle marocain, je parle mal marocain. Ouais. Donc, ça raconte un peu tout mon parcours migratoire. Mais ouais, donc du coup, je suis arrivée dans le sud, à côté d'Avignon, dans le Vaucluse. À Apt. À Apt. Est-ce que tu étais une enfant qui allait bien ? Ouais, j'étais une enfant très solitaire. Mais je pense que ça fait de moi l'adulte heureuse et solitaire que je suis aussi. J'ai toujours été très, très solitaire, très la petite intello qui lisait des livres à la bibliothèque. Bon, je faisais aussi de la danse hip-hop, donc ça fait partie de mon truc un peu extraverti. Parce que la danse, c'est un des moyens d'expression les plus intéressants qui existent, je trouve, dans la présence du corps et ce que tu veux donner au monde. En plus, il y a un truc presque combatif dans la danse hip-hop, parce que de base, c'est né pour éviter les bagarres dans les ghettos américains. Donc ouais, non, j'étais très, très solitaire, parce que déjà, je suis fille unique. Et je pense que les enfants uniques, alors, soit on est vus comme des égoïstes. Moi, je ne pense pas que je sois égoïste, mais en tout cas, moi, je suis solitaire et j'ai besoin de cette solitude-là. Et tu as été encouragée dans l'enfance à nommer tes émotions, à les identifier, à les exprimer ? Pas tellement, parce que justement, je pense que vu que ma mère, c'était une guerrière, il y avait un peu cette idée-là de on refoule tout. Et puis, c'est très propre aussi aux familles issues de l'immigration, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement en situation de survie, enfin, nos parents sont tellement en situation de survie presque financière, en tout cas dans le début, qu'il y a quand même cette idée-là de « non, en fait, nous, on souffre pas, on n'est pas malade, on n'est pas triste, on n'est pas blessé ». Moi, c'est ce que je racontais dans Illégitime, d'ailleurs. J'ai toujours été bluffée des rapports que mon père a à son propre corps, parce que mon père est maçon. Et mon père, il peut vraiment se blesser gravement et continuer de travailler, parce que je racontais il s'était fait très, très mal à l'œil pendant le confinement. Il n'avait pas été soigné parce que mal accueilli à l'hôpital, même renvoyé à son identité d'homme arabe, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours été bluffée, mais dans le mauvais sens, quoi. Un truc là il faut quand même que vous preniez soin de vous. Et c'est vrai c'est fou le rapport que les ouvriers ont à leur corps et qui n'est pas le même que des rapports de privilégiés, quoi, dans lequel moi je pourrais faire partie aujourd'hui, parce que mon corps, c'est pas mon outil de travail principal, en fait. C'est bizarre de dire ça parce que je fais un peu de l'image aussi, donc... mais en tout cas, je ne sacrifie pas mon corps pour gagner ma vie. Donc non, il n'y avait pas d'expression de nos émotions.
Il y avait un peu ce truc-là de il faut être fort, Faut serrer les dents. faut serrer les dents. Mais encore, moi, j'ai toujours, même si c'était pas accueilli forcément dans les espaces, moi, j'ai toujours, par contre, été très expressive. Quand je pleure beaucoup. Quand je rigole, ça s'entend. Quand je suis en colère. Non, maintenant, la colère, je la gère beaucoup mieux. Mais quand j'étais petite, la colère, c'était un vrai sentiment. En fait, moi, j'ai toujours été. Les injustices, ça m'a toujours scandalisée. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais j'ai toujours eu un truc hyper épidermique avec les injustices. Et ça pouvait me mettre vraiment très, très en colère. Très, très en colère. Parce que je me rappelle, par exemple, il y avait un jeune homme qui était noir, qui était, je le raconte que ça a du sens, qui arrivait dans mon école primaire et qui avait été ostracisé par le groupe. Il y avait plein de remarques hyper racistes sur lui. Et je me rappelle vraiment d'avoir crié dans la cour en disant « Mais vous pouvez pas faire ça !» Enfin, vraiment, il y avait un truc épidermique chez moi d'injustice. Et je me demande si c'est pas le fait d'avoir peut-être entendu ma mère me défendre. Peut-être que j'ai un truc comme ça de je supporte pas il y a un truc épidermique avec l'injustice, quoi. Ouais, on a l'impression qu'en fait, tu te bats quoi, depuis Ouais. toujours en fait, depuis le début. Et tu parles aussi, t'emploies l'expression dans ton livre de traumatisme transgénérationnel. Tu dis que tu parles depuis ce lieu de traumatisme transgénérationnel et en fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans Folie douce. Ouais. Par exemple, j'ai pu en parler avec Gaël Faye Mm. ou avec Rokhaya Diallo. Et je me demande à quel moment, toi, dans ton parcours, tu mets le doigt sur cette idée qu'il y a un trauma qui te précède, Mm. qui remonte à tes ancêtres. Et à quel moment tu te sens concerné par ce trauma et investi d'une sorte de mission aussi de Mm. venir le nommer. Je pense que c'est quand je quitte ma famille, justement. Parce que moi, du coup, j'intègre Sciences Po Grenoble quand j'ai 18 ans. Avant, je fais une prépa, mais donc du coup, à 18 ans, en gros, je quitte le foyer familial. Et du coup, je suis plus... Parce que moi, dans mon quartier HLM, c'est le propre des quartiers HLM de petites villes, c'est qu'en fait, c'est l'oncle qui a ramené le cousin, qui a ramené l'oncle, qui a ramené l'autre cousin. Donc, ça veut dire que moi, j'ai vraiment... Le quartier, c'est ma famille. Vraiment biologiquement parlant, je veux dire, on est tous les cousins les uns des autres, ou alors c'est les cousins de ma mère, enfin, tu vois, il y avait un truc dans mon quartier qui était très familial. Donc j'ai grandi dans cet environnement, du coup, j'ai pas eu besoin de le questionner, parce que la filiation était présente. Et puis quand je suis partie et que j'ai découvert forcément déjà un autre milieu social, parce que j'ai fait une prépa privée dans un lycée catholique, et ensuite j'ai fait Sciences Po, donc c'est forcément un milieu beaucoup plus bourgeois. Et c'est en justement me confrontant à d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de faire, je me suis dit, mais moi, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai hérité? Pourquoi est-ce qu'il y a des sujets où je suis plus sensible que d'autres, etc. Et après, mon grand-père est tombé gravement malade. Aujourd'hui, il est décédé, paix à son âme, et j'ai raconté son parcours dans Illégitime. C'est d'ailleurs très fou parce que j'ai senti qu'il allait partir. C'est pour ça que j'ai vite écrit, en fait, et que je suis très contente d'avoir... J'ai fait des interviews de mon grand-père avec vraiment le dictaphone de l'iPhone, etc., pour garder des traces. Et c'est vraiment au moment où je suis partie où j'ai eu le besoin de renouer bizarrement, mais renouer sous un autre angle, en fait. Parce que je sentais que dans les silences, il y avait des choses qui étaient très graves qui n'étaient pas dites. La souffrance de l'exil des hommes, on en parle très très peu. Et la souffrance de l'absence que les femmes ont vécue, on en parle encore moins. C'est-à-dire que déjà, on ne parlait pas de ce que ça veut dire d'être un homme maghrébin qui, à 30 ans, pour mon grand-père, pour le coup, débarque dans le sud de la France sans parler la langue. C'est-à-dire qu'il nous racontait qu'il ne pouvait même pas acheter à manger, en fait. Et ce que ça veut dire pour ma grand-mère qui reste de l'autre côté, la Méditerranée, sans avoir de nouvelles de son mari et qui doit gérer les enfants, etc. Je pense que ça crée des douleurs très profondes et forcément, on les a eues. Enfin, moi, je dis que les traumas transgénérationnels, ils ont circulé entre nous dans les silences. C'est vraiment, ça se passe que dans des silences, dans des choses qui ne sont pas dites. Donc forcément, je m'y suis penchée. Et puis même, moi, je me dis que ma grand-mère, elle s'est mariée mineure, quoi. Elle avait 14-15 ans avec mon grand-père. Elle a eu de la chance, elle est tombée sur un homme incroyable qui justement, lui a donné beaucoup de temps. Enfin, c'était pas un mariage arrangé, c'était un mariage d'amour, mais avec beaucoup d'écart. On ne dirait pas mariage d'amour aujourd'hui, d'ailleurs, avec un mineur, et je suis totalement d'accord là-dessus. C'était une autre époque. Mais oui, du coup, je me suis souvent questionnée de ce que ma grand-mère avait pu intérioriser comme violence. Qu'est-ce qu'elle avait vécu en tant que petite fille, tu vois, dans ce mariage-là, et pourquoi, moi, justement, bizarrement, ma famille est quand même assez heureuse que je me sois pas mariée tôt. Enfin, tu vois, ça veut dire aussi plein de choses En fait, leur manière de m'éduquer, ça m'a laissé sous-entendre leur trauma. La manière dont j'ai été éduquée, justement, à aller vers les études, à être indépendante. Et moi, en plus, c'est fou parce que tu vois, j'ai pas grandi avec ce fameux cliché-là du grand-père qui est taiseux, qui gronde. Mon grand-père, il pleurait quand je revenais le voir dans le sud, parce que par exemple, je pouvais rester à Grenoble pendant 3 mois, et je revenais, il pleurait, il me disait « Mais je suis trop heureuse que tu sois là, j'espère que ça se passe bien, tu sais qu'on est fiers de toi ». Enfin, j'ai grandi vraiment avec un grand-père hyper sensible,
qui vraiment montrait ses émotions pour le coup, alors que ma grand-mère est beaucoup plus froide. C'est pour ça que moi, j'ai adoré les raconter dans Illégitime, en fait. Ouais. Parce que c'était... ma grand-mère, ça passait par les gestes, par le toucher du cheveu. On dit beaucoup aussi dans les familles immigrées que la manière dont nos parents, nos grands-parents nous disent « je t'aime », c'est en nous coupant des fruits. C'est-à-dire que ils vont t'engueuler parce que tu fais une bêtise et puis juste après, ils vont arriver, ils vont te couper une pomme, ils vont te la tendre. Ça veut dire « je t'aime » en fait, tu vois, c'est ça. Et donc, ouais, ça, c'est comment je suis allée chercher dans tous ces gestes-là. Et puis aussi le manque que ça m'a créé, forcément, tu vois, c'est ce qu'on appelle les mobilités sociales ascendantes. Il y a tu fais d'abord un premier rejet. Tu as d'abord une phase de rejet très brutale parce que tu vois que tu n'as pas les bons codes sociaux, les bonnes façons de parler, de manger. Enfin, ça passe par la violence de classe, tu vois. Donc, tu as une première phase de rejet. Et moi, elle a été très courte parce qu'à un moment, ça m'a manqué. Je me suis dit, mais non, je ne peux pas m'éloigner de tout ça, en fait. Ça a été tellement un gros sacrifice pour eux et je ne peux pas m'éloigner d'eux. Et je pense aussi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le mot transclasse, parce que je pense que nous, on ne peut jamais vraiment quitter notre classe, c'est parce qu'en fait, il y a le racisme qui nous rattrape. C'est trop violent de couper de tout. Tu vois, tu peux pas couper de ta classe sociale et de ta famille si la société ne t'accueille pas pleinement. Donc, j'avais besoin de ce refuge-là. Et ma mère ne comprenait pas forcément ce que je vivais d'ailleurs à Sciences Po. J'arrivais pas à lui expliquer à quel point c'était violent, vraiment le fossé social entre les gens de Sciences Po et moi. Surtout que moi, c'est la première fois où on m'appelle Beurette, c'est à Sciences Po. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment, c'était ma prochaine question. J'allais dire, en fait, tu politises peut-être la question à ce moment-là parce que c'est la première fois que finalement tu as insulté en étant renvoyé à tes origines. Le mot beurette apparaît, comme tu viens de le souligner. Et j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont tu mettais en rapport la beurette et la voilée, qui sont en fait les deux stéréotypes concernant les femmes maghrébines ou arabes dans les médias français, dans la société française. Et je me suis dit, c'est vraiment le pendant de la Vierge et la putain, en Exactement. fait. Et c'est vraiment encore cette histoire de quoi que tu fasses, tu mettras jamais le curseur au bon endroit. C'est soit trop chaud, soit trop froid, en fait. Et il y a une incapacité absolue à trouver un positionnement. Totalement. Mais c'est pour ça que c'est un livre féministe, Notre dignité, tu vois. C'est parce que justement, c'est de Pas dire, qu'un c'est à partir de la condition maghrébine, de femme maghrébine, de comprendre qu'en fait, c'est juste un curseur encore plus loin du sexisme. Effectivement, la dichotomie de la beurette, que je rappelle est une insulte raciste et sexiste, et de la voilée, c'est exactement cette idée-là de mettre dos à dos des femmes. Et aucune d'entre nous n'est respectable. Ni celle qui choisit de porter le voile, ni celle qui ne le porte pas. Et elle n'est respectable ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de la communauté. C'est-à-dire que l'islamophobie ambiante fait croire que les femmes qui portent le foulard sont très respectées au sein de la communauté, qu'elles sont soumises et choyées. Pas du tout. Elles subissent du harcèlement de la part d'hommes maghrébins et de la part de femmes maghrébines aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est des dynamiques extrêmement complexes. Donc, c'était une manière pour moi de le rappeler parce que surtout, moi, autour de moi, j'ai des femmes qui portent le foulard. On a grandi ensemble. À Sciences Po, il y en avait aussi. Et je voyais bien qu'on essayait de nous opposer les unes les autres alors qu'on était amies. Donc, je ne comprenais pas d'où venait cette nécessité de nous opposer en disant elle, c'est la voilée, elle, c'est la beurette. Non, enfin là, vous êtes juste en train de nous insulter, en fait. Et donc, oui, moi, quand j'arrive à Sciences Po, c'est la première fois que je l'entends. Et en plus là, je suis en train de faire un documentaire là-dessus, justement, sur l'évolution du mot beurette. J'en parle avec Nassira Ghenif Soulaimas, qui est cité aussi dans mon livre, qui a fait le premier livre, en fait, sur cette notion de beurette. Qui est sociologue à Paris 8. Exactement, qui est sociologue et anthropologue. C'est une femme brillante avec qui j'adore échanger, parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses. Et du coup, je crois que c'est un regard... En fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que les choses ont tellement évolué c'est comme si elle, on la prenait un instant T, et moi, à cette nouvelle instant, tu vois. Et donc, elle disait... et ça, c'est hyper intéressant que le mot beurette, dans les années 80, en fait, c'est pas vraiment une insulte, c'est plutôt pour qualifier les femmes issues de l'immigration maghrébine qui viennent d'un milieu populaire et qui doivent s'émanciper. C'était ça, en fait, le qualificatif, le mot beurette. Mais moi, je suis de la génération télé-réalité et rap. Et la télé-réalité et le rap ont fait de la beurette une insulte sexiste, c'est-à-dire un truc sexualisant pour les femmes maghrébines. Donc, en fait, moi, quand je le reçois à Sciences Po, je pense que les personnes qui me le disent, c'est-à-dire les hommes blancs qui me le disent, me perçoivent selon la première définition. Mais moi, je le réceptionne comme la deuxième définition. Parce qu'en fait, moi, je fais partie de la génération... comme j'ai dit, télé-réalité, etc. Et donc, c'est la première fois que je l'entends. Et forcément, je commence à me questionner sur sa signification et surtout ce que je représente dans l'espace public, en fait. Parce que quand tu grandis dans un quartier où tous les gens, ce sont des Maghrébins, tu ne te poses pas la question du fait que tu es une Maghrébine, puisque tout le monde agit autour de toi en tant que tel. C'est-à-dire que moi, j'arrive à Sciences Po Grenoble, je suis la seule, en fait. Je sais qu'il y en avait une autre jeune fille, mais elle était discrète, donc du coup, elle ne pouvait pas déranger l'espace scolaire, tu vois. Donc oui, non, moi, c'est le moment où je prends conscience que je suis une femme maghrébine, alors que je suis née au Maroc, donc normalement, je le savais depuis le début, mais en tout cas, c'est le moment où je réalise que on me considère comme telle. Et j'ai une anecdote dans le livre, je le dis, mais
Il y a un jeune homme maghrébin de l'école, d'ailleurs, qui me fait la remarque à un moment donné. Il me dit: «Mais je crois qu'il te déteste juste parce que tu es une femme arabe, en fait». Ouais. Et il me dit ça parce que je faisais des articles, des longs pavés sur Facebook à l'époque. C'est avant Twitter, donc il fallait qu'on s'exprime. Et donc, du coup, je faisais des longs pavés d'analyse de l'actualité, comme beaucoup d'étudiants font maintenant sur Insta, tu vois. Et les mecs de l'école le faisaient, et moi aussi, mais moi, on se moquait de moi. Et c'est le premier à avoir formulé ce truc-là de mais je crois qu'il t'aime pas juste parce que t'es une femme arabe. Mais justement, je me suis posé la question à quel point, en fait, dans, dans ton parcours, à chaque fois que tu rencontres le harcèlement ou le cyberharcèlement, c'est beaucoup lié à l'utilisation des réseaux sociaux. Ouais. Et je crois que c'est en fait très récurrent chez les femmes, et en particulier chez les femmes racisées. Finalement, la violence qui se retourne contre toi, elle est encore plus forte quand tu oses venir hacker le système et utiliser ces réseaux sociaux qui sont source de mille tracas et vraiment qui peuvent faire du mal à la santé mentale, mais qui nous permettent aussi de contourner ces endroits où on ne fait pas d'espace. Ah, mais en fait, j'ai des trucs à dire, il n'y a pas de problème, je vais les dire à cet endroit-là. Et ça, je crois que c'est ça qui passe pas, en particulier. Exactement, c'est que tu arrives à contourner des outils qui n'étaient pas pour nous. Exactement. Facebook, de base, c'est un site où tu dois classer des femmes selon leur apparence physique. Ouais. Donc moi, j'avais un selfie, bon, comme tu me connais, très coquette sur Facebook. Et en même temps, je te faisais des pavés sur... j'avais fait un truc sur la place de la femme en politique. En fait, ça avait été hyper liké, hyper partagé. Et avait tous les mecs qui réagissaient en DM. Non, mais c'est complètement con ce que tu viens de dire. Enfin, tu vois, les trucs un Première peu... polémique. Ouais, bravo, première Nesrine. polémique en 2013, du coup, tu vois. Mais c'était vraiment ça. C'était... mais pour qui tu te prends de donner ton avis? Ouais. C'est nos outils. En fait, un peu ce truc-là de l'espace public est à nous et l'espace numérique doit rester à nous aussi. Donc, en plus, moi, je suis une millennial, c'est-à-dire j'ai vraiment grandi avec ces outils-là. Le premier réseau que j'ai, moi, c'est MySpace et MSN quand je suis ado, quoi. Donc, j'ai vraiment grandi. On a fait partie de la première génération à aussi s'exprimer à travers ces objets-là, quoi. Et effectivement, ça voulait dire se confronter à une haine. Et c'est pour ça que moi, mon harcèlement scolaire, et c'est pas moi d'ailleurs qui ai mis le mot sur harcèlement scolaire, c'est une copine qui s'appelle Marianne, qui était étudiante avec moi et qui m'a dit, après notre diplôme, meuf, t'as été victime de harcèlement scolaire. Moi, je l'ai pas. En fait, quand t'es tellement ostracisé parce que par rapport à ton identité, tu peux pas le vivre comme un harcèlement scolaire parce que c'est tellement banalisé que tu mets pas le mot dessus. C'est-à-dire que moi, il y avait à la fois les moqueries dans le couloir, mais ça se poursuivait sur Facebook. C'est-à-dire, par exemple, les mecs m'envoyaient des DM, mais en simultané, ils se mettaient d'accord. Venez, on va draguer la beurette. Et ils débarquaient tous dans mes messages, iMessage en même temps. Du coup, tu avais une vague de messages hyper sexuels. Tu vois? Donc, c'était hyper bizarre pour moi. Et il y en avait un, je me rappelle, qui s'amusait à prendre des photos de moi en jean. Donc, il avait une collection de photos de moi de dos. Et je trouvais ça hyper... Enfin, j'avais pas encore mis le mot sur le fait que c'était... littéralement, je aurais pu porter plainte, en fait. Et moi, je le vivais comme violent, mais on n'avait pas le mot harcèlement scolaire à l'époque. On n'avait même pas le mot cyberharcèlement. On ne disait pas boys club non plus, alors que Sciences Po est le plus gros boys club que j'ai côtoyé de toute ma vie. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, quand on a ce stéréotype de dire les quartiers populaires sont hyper sexistes, excusez-moi, mais moi, dans mon quartier, j'ai pu faire du hip-hop, j'ai pu danser dans 4 coins de la France, il n'y a aucun homme qui m'a rien fait, et ils étaient hyper joyeux que je sois là. Dès que je suis arrivée à Sciences Po, on m'a pris en photo, j'ai fait l'enquête Sciences Po avec Anna Toumazov, le nombre de témoignages qu'on a reçus de femmes qui ont eu de la drogue dans leur verre, des trucs de fou, quoi. Donc moi, c'est pour ça que quand on dans le débat public, on s'acharne à dire... Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de sexisme dans les quartiers, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, moi, à titre personnel, là où il a été le plus violent, c'est à Sciences Po. Depuis tout à l'heure, en t'écoutant, en fait, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit où il y a cette notion de charge raciale dont tu parles dans le livre, qui est une notion qui a été développée notamment par Maboula Soumaoro, puis Douce Dibondo aussi récemment a sorti un livre sur la thématique. Donc la charge raciale, cette idée que en fait, il faut prouver au monde le racisme que tu subis, c'est-à-dire que non seulement tu subis le racisme, mais en plus, il faut arriver à démontrer que c'est le cas, alors que la France ne voit pas les couleurs, c'est le pays de l'égalité. Mais en t'écoutant, je me dis qu'en fait, il y a presque une charge raciale intériorisée, c'est-à-dire qu'il faut aussi t'en convaincre toi-même et aussi arriver à accepter le fait que ce que tu subis, c'est aussi parce que tu es une femme maghrébine et que c'est une forme de racisme. Ouais. Et il faut d'abord lutter contre ce que tu as intériorisé de toi-même, en fait. Et de te dire que c'est pas toi qui en fais trop, c'est pas toi qui est pas à la bonne place. Enfin, vraiment, il y avait ce truc-là chez moi mais déjà, même de réaliser que j'étais une femme maghrébine, c'est fou. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que moi, maintenant, aujourd'hui, ça me fait rire parce que j'analyse tout ce que je fais sous ce prisme-là. Notamment, je me suis pris encore un cyberharcèlement pour le loup-garou. Je sais très bien que c'est parce qu'à la fin, c'est une femme noire et une femme maghrébine qui sont en finale. Je suis pas bête, tu vois. Si on représentait pas ça, on se serait pas fait autant lyncher. Mais c'est marrant parce que c'est pas OK pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que cette dimension-là systémique,
elle n'est pas évidente pour tout le monde et elle l'a pas été au début pour moi. C'est-à-dire que moi, je pensais vraiment que c'était moi qui posais Ouais, problème. bien sûr. Mais justement, tu développes, souvent tu en parles sur Instagram et tu le développes dans le livre et je trouve ça hyper courageux parce que c'est vraiment une unpopular opinion. Mmh. Tu parles de la beauté, en Ouais, fait. Alors, tu précises à chaque fois, et je vais le refaire parce que c'est très important, les critères de beauté de la société sont des mais critères oui, coloristes, bien validistes, sûr, grossophobes. Et totalement. en fait, quand on dit qu'on est belle, c'est pas qu'on est belle, ça veut dire qu'on correspond à ces Aux codes sociaux, critères-là. exactement. On entend quand même dans les milieux militants souvent parler de beauty privilege et c'est vrai que voilà, on peut avoir peut-être des entretiens, on peut avoir peut-être une espèce de présupposé de sympathie quand on arrive avec ces traits-là. Moi, Mais j'y crois toi, pas. ouais, toi tu te dis en fait non, c'est presque un critère discriminant Ouais, et moi, j'y crois heu pas. et je trouve ça courageux de le dire parce que je crois que tu te fais beaucoup insulter à chaque fois Ouais, que tu le pour dis. ça. Non, mais j'y crois pas du tout à ce beauty privilege. Je pense que c'est un truc d'homme. Je pense que l'étude, elle a dû être faite sur des hommes blancs américains et qu'ils ont dit, bon, ben, tu sais, comme toutes les études, puisque c'est fait sur des hommes blancs, c'est vérifié pour tout le monde. Je ne crois absolument pas qu'une femme qui, en tout cas, est à l'aise avec son apparence physique et le mette en avant ait des avantages professionnels. Enfin, en plus, ça, c'est un truc qui m'énerve parce que sur TikTok, je vois plein de femmes qui disent, et c'est pas du tout contre les femmes, mais oui, ben, moi, aujourd'hui, je jouis de mon beauty privilège. Ben non, en fait, parce que t'es objectivé. C'est-à-dire, si quelqu'un t'embauche parce qu'il le trouve joli, t'es objectivé. Il t'embauche pas pour tes compétences. Donc, en quoi c'est un privilège? Enfin, j'ai du mal à le percevoir. Et surtout, moi, je prends des cas extrêmes pour le prouver. C'est le cas de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'était le sexe symbole par excellence. Et on voit ce qui lui est arrivé dans la vie, à quel point les hommes ont abusé de sa beauté physique, à quel point elle a été qualifiée que par ça, au point qu'on en oublie que c'était une autrice de poèmes, etc. Tu vois? Et donc, vraiment, moi, en tout cas, je pense que pour les femmes racisées, je suis même pas sûre que pour les femmes blanches ça existe, mais pour les femmes racisées, le beauty privilege n'existe pas. Vraiment, c'est un truc que j'acte. Vous pouvez me rentrer dedans, vous pouvez vraiment m'insulter parce que je le dis, mais vraiment le beauty privilège. Parce que justement, moi, c'est le truc qu'on m'a le plus dit dans ma vie, c'est t'es là parce que t'es belle. Et c'est horrible de dire ça à une femme, et encore plus à une femme racisée. C'est-à-dire que moi, je me suis cassé la tête à faire des diplômes, Bah, à c'est comme à l'accoucher multiplier. pour réussir, Ben, hein, c'est c'est le exact. même Mais genre pour de moi, c'est choses, hein. exactement le À même. l'époque, ça me fait penser à Najat Vallaud-Belkacem, on en avait parlé dans La Poudre, où en fait, elle était devenue ministre de l'Éducation et c'était forcément, on lui avait inventé une histoire de cul qui lui avait permis de grimper les marches du pouvoir, alors que c'est juste une femme brillante et travailleuse, Et c'est quoi. surtout juste que ça vient appuyer la rivalité féminine. Ouais. En fait, ce truc de beauty privilege, il sert juste à diviser les femmes. En fait, le propre du sexisme, la qualité première recherchée par le patriarcat pour les femmes, c'est vous devez être belle. Ce qu'on attend de vous, c'est juste d'être agréable à regarder, et c'est tout. Et donc, du coup, si tu dis au sein du groupe des femmes, il y en a qui vont s'en sortir mieux que vous parce qu'elles sont belles, mais tu divises les femmes. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'ai reçu autant de rivalités féminines dans toute ma vie. Quand j'étais notamment étudiante à Sciences Po Grenoble, j'étais fine, j'étais grande, j'étais toute mince, j'avais des abdos. Enfin, vraiment, je correspondais à la fit girl d'Instagram, tu vois. Et je voyais ce que ça crée en réaction. C'est ça qui était intéressant, c'est que moi, mon corps, il a tellement évolué que j'ai vu la différence du traitement entre hommes et femmes et de la manière dont j'étais perçue. C'est-à-dire que quand je correspondais à cette fit girl Instagrammable parce que j'ai été ça à un moment donné, ben, effectivement, les hommes me draguaient, mais les hommes me draguaient pour coucher avec moi. Il n'y avait pas de truc de je te respecte. Les hommes ne respectent pas personne. Et c'est pas parce que tu es belle qu'ils vont plus te respecter. C'est faux, c'est ce truc-là. Et donc, je voyais ça et je voyais de l'autre côté des femmes qui, du coup, se mettaient à être en rivalité avec moi parce que je correspondais de plus en plus au code de beauté standard. Mais j'étais pas bien dans ma peau. Je mangeais une pomme par demi-journée. Enfin, tu vois, j'étais j'étais dans tout ce qu'on appelle des troubles alimentaires, tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est fou de dire non, mais. Et moi, c'est ce qu'on me sort même pour tu vois, la sortie d'Illégitime. Mon cyberharcèlement commence par un homme maghrébin qui fait un tweet en disant je comprends pas pourquoi elle a autant de promotion. C'est pas la seule écrivaine à sortir des livres, c'est parce qu'elle est belle. Je te dis, mais à quel moment des gens vont acheter des livres parce que t'es belle? Et même sur Instagram, oui, ça marche ce que tu fais parce que t'es belle. Non, ça marche ce que je fais parce que je suis compétente et parce que les sujets dont je parle, je les maîtrise. Et si vous voulez, on va attendre que j'ai 70 ans et que j'ai plein de rides pour vous montrer que je suis toujours pertinente. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir que vous attendiez que je perdure dans ce métier jusqu'à mes 70 ans pour juste dire, non, cette femme, elle est juste intelligente parce que, en fait, je me suis cassé tête dans ma vie à bien m'informer, à faire mes sujets correctement. Enfin, je trouve que c'est une manière de nous décrédibiliser qui n'a aucun sens. Et c'est surtout, ça crée une rivalité féminine. Déjà, ça met des codes de beauté. C'est-à-dire, si tu dis beauty privilège, ça veut dire qu'il y a des moches. Et moi, ça me gêne.
Ça me gêne juste le fait qu'on fait ce statement-là, qu'on dit du coup aux femmes, soyez belles, mais ça veut dire quoi Et être puis c'est belle? une source de souffrance aussi. Enfin, pour ramener à la santé mentale, c'est aussi, enfin, le nombre de femmes qui sont préoccupées. Enfin, il y a des sondages qui sortent régulièrement. Je sais pas, 60% de femmes pensent tous les jours à leurs rides, à leurs 3 kilos en trop. Je fais des air quotes. Au fait qu'elles vieillissent, au fait qu'elles ont des cheveux blancs. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Ça devient aussi une charge mentale, une source d'anxiété, une source de peur de ne plus être conforme à la société. Enfin, enfin voilà, la beauté, Ouais, c'est clairement quelque chose qui est destiné à nous écraser sur le bien plan sûr, moral, quoi. bien sûr. Et aucune d'entre nous n'est en paix avec ça. Non. C'est-à-dire qu'aucune d'entre nous n'est totalement à l'aise dans son corps. On n'a pas forcément un rapport sain à tout ça. Donc je trouve que oui, le fait de parler de beauty privilège, en fait, ça pousse à essayer de dénigrer des femmes qui ont des postes de responsabilité ou des postes visibles en disant non, mais elle est là juste parce qu'elle est belle. Mmh. En fait, questionnez le patriarcat qui nous pousse à être belles. Ne questionnez pas des femmes qui essayent de jouir d'un petit truc qui va jamais de toute façon les rendre. Enfin, Mmh. par exemple, si on parle de beauty privilège, du coup, maintenant on parle de harcèlement de rue. Ouais. Parce que du coup, s'il y a un beauty privilège, ça veut dire que les hommes nous draguent encore plus dans la rue, qui sont encore plus chiants. Enfin, moi, le nombre d'hommes qui m'ont suivi jusqu'à dans des parkings souterrains ou qui m'ont attrapé les fesses dans le métro, du coup, on dit quoi? On dit que c'est un beauty privilège aussi? Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. On peut pas dire ça à des femmes. Parce que du coup, encore une fois, comme je t'ai dit, ça fait une division. Donc, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont moches. Ça veut dire quoi? Mmh. Ça veut dire quoi être belle et moche? Et c'est aussi très intéressant, là, tu m'as vraiment appris quelque chose, dans ton livre. Tu parles de la façon dont, en fait, la sexualisation aussi des femmes dans les pays colonisés, notamment en Algérie, était vraiment une espèce de fonds de commerce. Alors déjà, évidemment, il y avait de la prostitution, organisée, hein, sous l'égide des colons. Tu rapportes quelques pages, écrites par un officier français qui était basé en Algérie, qui décrit selon ses propres fantasmes, les critères esthétiques qui font la femme arabe. Je fais encore des air quotes. D'ailleurs, c'est aussi cette photo qui est en couverture de son Mm. livre, de cette femme qui est effectivement d'une beauté renversante, mais dont on sait qu'elle est complètement objectifiée et Totalement. sexualisée par un regard colonial. Enfin, cette dimension de la beauté, elle a en fait une double, comment dire, une double charge Bien quand on est sûr. une femme maghrébine. Bien sûr, parce que on peut pas être belle sans être sexualisée. Mm. Parce que c'est tout le mythe de la danseuse du vent, de la Ouais, charmeuse du serpent, même de Jasmine, qui est la seule princesse d'Aladin, qui a un truc un peu suave, qui est en tu crop vois. top. Ouais, qui est en crop top. Après, moi, j'ai pas de problème avec les crop tops, mais c'est plus que tu vois, ce que ça renvoie de vrai. la sensualité, Ouais. et puis ce truc, surtout que moi, je suis marocaine, hein, donc vraiment ce truc de voleuse de mari, de charmeuse à tout prix. Enfin, il y a un truc vraiment de très malsain autour de la beauté des femmes arabes. C'est une beauté dont il faut se méfier. Ouais. Je pense que c'est Vénéneuse. ouais, je pense que c'est la grande différence avec toutes les femmes. C'est marrant parce que je sais pas si tu te rappelles quand on était petite, les hommes pouvaient fantasmer en disant oh là là les Suédoises, oh là là les Italiennes. Tu te rends compte au final ils ont fantasmé sur toutes les femmes en fait, mais c'était pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas la même, c'était pas les mêmes perceptions. Et nous c'est vrai, c'est vraiment ce truc non mais méfiez-vous des femmes marocaines surtout et méfiez-vous des femmes arabes. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure au début de l'épisode et je voudrais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose, on en a déjà parlé ensemble, c'est quelque chose qui me concerne aussi et je pense que c'est vraiment un véritable fléau. Tu rappelles donc, qu'en 2021, quand Illégitime est sorti, tu as subi un cyberharcèlement. Alors évidemment, le cyberharcèlement auquel on s'attend, qui vient de la droite et de l'extrême droite, qui n'aime pas nos idées progressistes, féministes et antiracistes, on est OK, on est préparé à le recevoir. Mais quand le cyberharcèlement vient de ton propre camp, vient du camp féministe et antiraciste, ça pousse, dans des retranchements, dans des lieux vraiment de profonde solitude et de profonde détresse. Tu dis que tu as dû prendre des anxiolytiques Ouais. à cette époque. Qu'est-ce que tu tires aujourd'hui comme enseignement de ces épisodes? Quelles conséquences ça a eu sur ta santé mentale et est-ce que tu crois que t'en es revenu? J'ai perdu toute forme d'innocence depuis ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'arrive en littérature à 26 ans. Je suis extrêmement jeune, c'est mon premier livre. Et en fait, on me fait peser la charge de toute la littérature française, c'est-à-dire de représenter tout le monde et toutes les minorités et tous les discours. Enfin, on me fait peser un poids qui est beaucoup trop grand. Et surtout, mon livre s'appelle Illégitime et le cyberharcèlement s'acharne à montrer à quel point je ne suis pas légitime. Et moi, ce qui m'a fait terriblement mal dans ce cyberharcèlement, c'est que moi, je fais un exercice compliqué pour moi d'être totalement authentique dans le récit de ma famille, le récit de mon père. Enfin, je vais vraiment très très loin dans l'intime pour justement
pas faire du voyeurisme, au contraire, mais pour montrer à quel point ça nous touche. Les discriminations ont un impact direct sur nos corps et nos familles. C'était ça mon discours. Et c'était un vrai exercice. C'était compliqué pour moi, justement, d'ouvrir les brèches. Et quand je vois la réception, moi, c'est surtout ce qui m'a beaucoup marqué, c'était la diffamation sur mon père et ma mère, quoi. Et quand je voyais que ma mère lisait les tweets, ça m'a déchiré, quoi. Parce que c'était, mais non, elle ment, c'est pas une femme de ménage, c'est pas une fille de maçon, regardez son père, enfin, des trucs, on a menti sur ma famille. Et franchement, je m'y attendais tellement pas. C'est-à-dire que, comme tu le dis, les attaques sexistes et racistes, on y est préparé. Mais des attaques de la part de gens qui soi-disant partagent tes mêmes valeurs et tes mêmes combats, et de voir l'acharnement que j'ai subi alors que j'avais 26 ans, et à un moment donné, je me suis dit, mais imaginez, je me suicide. Enfin, comment vous allez répondre face à ça? Comment tu réponds sur le fait de faire des tweets? En plus, ça a duré des semaines. Et en plus, ils se sont tous cachés derrière on critique juste le mot transclasse. Ça vous a pas dérangé quand c'était des personnes blanches qui parlaient du mot transclasse. Ça vous a dérangé quand c'est une femme maghrébine qui, disons-le, a fait un best-seller sur la question. Là, vous avez commencé à trouver que c'était problématique de parler de transclasse. C'est ça, moi, que ça m'a renvoyé, en fait. C'est que, en plus, moi, j'adore Annie Ernaux, j'adore Édouard Louis, je les cite. J'ai donc, eux, leur livre, c'est parfait, on peut en parler. Mais par contre, alors, si une femme maghrébine dit qu'elle est transclasse, alors là, on va lui rappeler que c'est pas un bon mot, qu'il faut arrêter de se mettre en avant. Enfin, c'était vraiment un mécanique de silenciation extrêmement violent. Et moi, je le répète tout le temps parce que je dis, j'avais 26 ans. C'est-à-dire que même si, et je trouve que pour une jeune femme de 26 ans, mon propos était quand même très intelligible et très complexe. Je ne suis pas tombée dans des écueils, je ne me suis pas érigée en modèle méritocratique. C'est jamais ce que j'ai fait. J'étais quand même à une bonne position. Je regrette aucun, ni de mes propos, ni de mon livre. Mais c'est fou qu'à 26 ans, on ait une telle intransigeance envers moi. Et Mais souvent, souvent, excuse-moi d'employer ce mot, mais c'est vrai que ça arrive régulièrement et puis tu le partages souvent sur les réseaux sociaux. On te reproche, en fait, d'employer un terme trop large. Enfin, j'ai l'impression, en fait, que toi, tu as cette volonté de parler au plus grand nombre. Je crois que tu milites, en quelque sorte, contre la pureté militante, ah cette oui, idée bah que, oui. voilà, à chaque instant, on va dire le mauvais mot, on va froisser telle ou telle communauté. Alors, évidemment, c'est très important de mesurer ses propos, d'employer les bons termes, de les nuancer. C'est quelque chose que tu fais. Mais est-ce que tu crois que quelque part, c'est cette histoire de pureté militante, au fond, Oui. que tu te prends dans la figure tout le temps, quoi? Mais oui, mais déjà, c'est parce qu'en gros, on croit que la militante de gauche, en gros, elle est zadiste et doit être en baggy et renoncer au maquillage. C'est ça qu'on me reproche, c'est de ne pas ressembler à la militante de gauche, esthétiquement. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais non, mais t'es pas militante de gauche si tu te soucies autant de ton apparence. Enfin, vraiment des trucs, mais des trucs de pureté militante qui ne servent à rien du tout, en fait. C'est qui ne servent à rien du tout, si ce n'est à se décrédibiliser de qui peut le droit. En fait, c'est toujours ce truc-là de qui a le droit à la parole ou pas, Ouais. qui est suffisamment pur pour pouvoir parler de féminisme et d'antiracisme. Bah, en fait, moi, j'ai surtout eu envie de raconter un point de vue individuel parce que je savais qu'il y avait un besoin. Je sais que je suis pas la seule dans ma condition. Je sais que de l'endroit d'où je parle, je suis pas toute seule. Mais ce qui est terrible, ce que tu me fais réaliser, c'est que, pour avoir échangé avec Fatima Das et avec Faiza Ouais, Ghen, à chaque fois, c'est le cyberharcèlement, à ouais. chaque fois, c'est la violence, et à chaque fois, c'est des années pour s'en remettre, hein. C'est des traumatismes profonds, hein. C'est ces moments de... C'est C'est des comme si... solitudes. Ouais, de solitude, hein. Mais c'est des solitudes folles. Et puis moi, je me rappelle que dans la foulée, je deviens présentatrice pour France 4 et les gens continuaient de se moquer de moi. Moi, en fait, il faut savoir que j'étais harcelée par des journalistes, des femmes journalistes, et elles se moquaient de moi en utilisant les vidéos de France 4. Enfin, c'était d'une violence folle. Je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Mm. Pourquoi tout ça? Enfin, j'ai jamais... Enfin, Tu as écrit cette phrase que j'ai trouvée très belle, je l'avais relevée. Une solitude particulière, une exclusion cruelle d'être attaquée à la fois par l'extrême droite et par les miens. bah oui, parce que moi, je pensais que... C'est pour ça que je dis que j'ai perdu une forme d'innocence. Et par exemple, il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi je suis pas dans des collectifs, dans des assos, dans des trucs beaucoup plus militants. Je ne peux pas. J'ai trop peur du groupe. Parce que, alors, la spécificité, c'est que moi, j'ai été cyberharcelée par des gens qui étaient à un moment donné proches de moi. J'ai été cyberharcelée par des gens qui m'ont soutenue pendant la rédaction du livre, à qui je partageais mes inquiétudes. J'ai vraiment, notamment une femme en particulier, à qui je me suis livrée en disant, j'ai écrit ça, j'ai peur que les gens le prennent mal. Et j'ai cru que j'étais en train de faire un geste collectif. Enfin, dans mon geste qui était un geste individuel de publication, si je l'ai mis au pluriel, enfin, j'étais vraiment dans une démarche collective et j'ai vu le groupe se retourner contre moi et je peux plus. En fait, T'as moi, encore été trahie, Nesrine. C'est la même histoire que ton histoire d'amour, c'est horrible, hein. c'est ça. Donc forcément, moi, j'ai un truc et ça a changé ma personnalité. Moi qui ai toujours été, je suis toujours une extravertie et très ouverte.
Maintenant, je me méfie beaucoup, moi, des effets de groupe. Je me méfie beaucoup des validations, même de mon propre Instagram, parce que je me dis, c'est autant de gens qui m'aiment qui peuvent me détester un jour, tu vois. Je sais que pour un rien, tout peut basculer. Est-ce que tu partages cette analyse qu'on trouve par exemple dans Sarah Schulman, Le conflit n'est pas une agression, qui parle de cette pureté militante et de ces mécanismes d'attaque au sein des groupes militants, où en gros elle explique ça par le fait que finalement dans ces cercles-là, il n'y a que des personnes traumatisées C'est ça. qui surréagissent en fait à la moindre attaque avec une réaction de défense qui est forcément très violente. Et qui surréagissent auprès de la personne qui leur semble le plus proche. C'est-à-dire que moi, je suis plus attaquable qu'un milliardaire. Je suis juste à portée de main. Tu vois, je suis juste là. Je suis pas bien loin, en fait. J'incarne pas le capitalisme et le patriarcat. Tu vois, on en a conscience. C'est pour ça qu'on m'attaque. Parce que si j'incarnais le capitalisme et le patriarcat, on m'attaquerait pas. Et effectivement, moi, j'ai conscience que je parle à des êtres abîmés en tant que personne abîmée. C'est-à-dire que c'est juste que moi, j'essaie de faire un effort pour pas projeter sur les autres la même souffrance dont je suis victime et habitée depuis que je suis petite, c'est-à-dire le mélange de sexisme, de racisme, de mépris de classe, tu vois. Et effectivement, je sens que j'ai été attaquée par des personnes abîmées. Et qui n'avaient pas... franchement, les hommes, je leur en veux même pas de m'attaquer. Vraiment, les hommes, attaquez-moi, je m'en fous. Mais quand ça vient des femmes et que tu te dis, mais vous avez pas compris, en fait. C'est ça, moi, qui... En fait, tu vois, je suis en train vraiment de fermer le point parce que c'est vraiment un truc de colère, mais vous avez pas compris que si vous m'attaquez, vous donnez la capacité à ce qu'on vous attaque aussi. En tout cas, publiquement. C'est-à-dire que je sois critiquée dans des cercles privés, je m'en fiche, c'est pas la question, j'ai pas un truc d'ego à ce point-là. C'est plus que quand vous rendez mon attaque publique, je parle notamment de l'attaque de Macron, parce que c'était en top tendance Twitter, tu vois. Le cyberharcèlement autour de Macron, c'était est-ce qu'on est légitime pour poser des questions ? Est-ce qu'on avait le droit de faire l'interview d'un président ? Est-ce que du coup, tu sais ce que je dis, c'est qu'on était devenus des objets, pas des sujets. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'on se montre avec Macron ne faisait pas de nous des macronistes ? Bah non. Ça fait juste de moi une journaliste politique. Enfin, tu vois, c'est juste ça. Et donc, c'est vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que moi, je disais, mais si vous m'attaquez, vous rendez possible le fait qu'on vous délégitimise aussi. Parce qu'on parle jamais de... Enfin, c'est pas Nesrine qui est attaquée, c'est la femme arabe qui est attaquée. Chacune d'entre nous incarne plus que ce qu'elle est. C'est pour ça que j'ai toujours, à chaque fois qu'il y a une femme maghrébine qui est attaquée, que ce soit Nawal Madani, Shirin Boutella, Fatima Das, je les ai toujours soutenues publiquement. Parce que je sais que si elles sont attaquées, on va toutes l'être derrière. Ça légitimise le fait d'être attaquable, en fait. Et c'est ce que moi, en tout cas, c'est ce que j'estime avoir vécu. Et avec le recul, je ne pense pas me tromper. C'est effectivement le fait d'être attaqué par des personnes qui sont abîmées par la violence du sexisme et du racisme et qui ont l'impression que je m'en sors mieux qu'elles. Parce qu'on a tendance à croire que la notoriété, la visibilité, c'est un Graal. Bah, du coup, venez porter ce que j'ai porté, parce que du coup, moi, j'ai subi un érotomane derrière aussi. Enfin, ça a démultiplié mes violences sexistes et racistes. En fait, plutôt que de croire que... Et ça, c'est le mythe républicain. En fait, le mythe républicain et capitaliste te fait croire que plus tu gagnes dans ta vie en pouvoir, en argent, etc., mieux tu es privilégié et à l'abri des violences. Bah, moi, c'est tout l'inverse quand tu es une femme racisée. Plus tu es connue, plus tu es attaquable, plus tu es harcelable, plus tu es en danger. Et j'avais interviewé pour mon doc sur Kimka Meredith Jones, brillante sociologue anglaise, et qui, pendant l'interview, elle dit ça, et moi je m'effondre, vraiment je pleure, parce que c'est la première fois qu'elle le formule comme ça. Elle dit les femmes racisées qui décident d'être publiques, elles signent leur peine de mort. Waouh. Et en fait, elle le dit sans se rendre compte qu'elle parle à quelqu'un qui a été cyberharcelé. Et parce que derrière, moi, je vais lui dire que, je l'ai déjà raconté sur Insta, mais après, j'ai supprimé la vidéo, mais j'ai été victime d'un érotomane. C'est-à-dire, c'est un homme qui te suit partout parce qu'il est persuadé qu'il est amoureux de toi. Et ça a fini par des menaces de mort. Et j'ai vraiment cru qu'un jour, il allait débarquer chez moi et me tuer parce qu'en fait, il me suivait partout. Il me suivait au Maroc, dans des conférences. Enfin, c'est un érotomane, quoi, tu vois. Et c'est vrai que, on pense... Enfin, j'ai bien conscience que c'est ce que je renvoie, tu vois, par la visibilité sur Instagram, par exemple. Je sais que ça renvoie plein de paillettes. Je sais que ça renvoie de « Waouh, mais c'est trop cool, elle est connue, elle fait des trucs cool, etc. » Bien sûr, mais charge raciale du coup, je deviens psy, avocate de plein de personnes qui, parce que j'incarne ces sujets-là, viennent déverser leurs problématiques dans mes DM. Et moi, du coup, je suis surchargée de... Enfin, c'est invivable ce que je reçois. Tu vois, c'est pour les personnes concernées et pour moi. C'est-à-dire à la fois les personnes qui vivent ces discriminations et moi qui me retrouve impuissante. On le voit bien avec ce qui s'est passé à Gaza, ça nous a tous rendus impuissants, mais nous, on est impuissants tous les jours dans nos DM, en fait, tu vois. Et du coup, forcément, ça... Je veux pas avoir la posture de quelqu'un qui me plaint, mais c'est juste que c'est pas la place que les gens croient.
c'est pas la place de privilège et de je sais pas, de succès que tout le monde croit, c'est pas du tout ça. C'est une place de lutte, en fait. C'est une place de lutte, c'est une place de visibilité, c'est une place de charge permanente, de responsabilité aussi, de qu'est-ce que je dis, comment je dois dire, comment je peux aider les gens qui De me... quoi j'ai l'air, quel est dans quelle mesure montrer ou non les C'est vulnérabilités de ça? ce qu'on traverse. Est-ce que tu as des outils aujourd'hui, des choses que quand tu sens, parce que tu as vu ta santé mentale vaciller Mm. fort, tu viens de le dire à ce micro et je te remercie, enfin, tu as eu des pensées suicidaires suite à ces Ouais, épisodes. oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as certains mécanismes, certains outils, une espèce de petite trousse d'urgence que tu ouvres quand tu sens qu'il faut que tu te remettes sur les rails? Ben, je déconnecte des réseaux sociaux. Tu sais, c'est un peu... C'est aussi simple que ça. c'est des trucs un peu bêtes, mais déjà, j'ai plus un Twitter depuis 2021, moi, donc là-bas, tout ce qui est dit sur moi ne me parvient pas. Sauf quand je demande à des amis d'aller screener s'il y a nécessité de porter plainte, tu vois. Donc, il y a des gens qui font des veilles pour moi sans me tenir au courant de ce qui se dit, notamment pour le loup-garou, par exemple, parce que je voulais faire presque une vidéo d'analyse de la perception que les gens ont eu de ce jeu. Et sinon, moi, j'avais vraiment un rapport assez sain aux réseaux sociaux. C'est qu'Instagram, je peux m'en passer pendant des mois. Tu vois, cet été, j'étais quasiment pas sur la plateforme. J'ai coupé 2 mois. C'est vraiment, je l'ai pris comme un outil de travail, quoi. Un outil de travail, de partager ce que j'aime, de partager mes réflexions, mais c'est pas le centre de ma vie. Après, je reçois aussi, je pense aussi beaucoup de soutien, beaucoup de messages tellement bienveillants, même dans la vraie vie. Enfin, vraiment, dans la vraie vie, c'est que du positif, quoi. Pour les rencontres littéraires, les trucs comme ça, je vois l'impact positif qu'a eu mon travail, donc ça me guérit un peu. Mais moi, j'ai un truc de mise à distance et je pense que j'ai tellement poussé le degré d'analyse sociologique et psychologique qu'en fait, moi, quand je vois quelqu'un maintenant me défoncer ou se moquer de moi, je dis, ah ouais, non, faut aller se faire soigner. Mais vraiment, c'est ma première action, c'est il faut aller guérir, madame. Parce que en général, c'est des femmes. Je dis, il faut aller guérir, madame, parce que si tu crois que c'est moi ta rivale, tu te trompes. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient, par exemple, des photos de mes posts sur Insta pour les mettre sur Twitter. Puis ça fait quand même beaucoup d'énergie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, parce que je ne vaux pas la peine de toute cette énergie. Peu importe que je sois une bonne ou une mauvaise personne, en fait, personne ne vaut la peine qu'on se casse la tête autant à analyser. Ouais, mais ça dit plus des gens qui sont dans ces actions-là que de toi-même. En fait, c'est ce Mais que bon, j'ai là, tu compris. m'expliques quand même que tu intellectualises beaucoup. Ouais. Mais toi, t'es Ah, moi, ça me fait plus rien. Si tu parles d'un point de vue... Ouais, moi, je pense que l'interview de Macron m'a vacciné à vie du cyberharcèlement. waouh. Vraiment, maintenant, je peux tout lire sur moi, ça me fera plus rien. Parce que ça m'a créé... Alors, je sais pas si c'est une dissociation, du coup, si c'est ça ou pas. Mais vraiment, ça ne fait plus rien. Émotionnellement, j'ai tellement atteint des stades elle mérite la mort, enfin vraiment et vraiment du top tweet. Ça veut dire que pendant 2 jours, on parle que de toi et de ton physique et de machin. Enfin, donc en fait, ça a tellement atteint un stade. Et du coup, j'ai dit, bon, en fait, parce que moi, j'ai appris aussi à être en paix avec moi-même. C'est un travail que j'ai fait avec le temps. Mais moi, je suis au bon endroit, je fais ce que je veux, je dis les choses Mais que c'est je passé veux. par quoi? La méditation, la Mais thérapie, même la sophrologie, mm, le sport, aucun outil comme ça. juste Juste le déclic, la maturité. ouais, ou un choix. Alors, je veux pas dire, parce qu'il faut pas que ce soit mal compris, je dis pas que c'est un choix d'aller bien, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, chez moi, c'est passé par un choix. De dire, bah, ok, bah, j'ai compris. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que moi, l'interview d'Emmanuel Macron, j'en étais fière, mais pas dans le sens où j'étais fière d'interviewer un président, dans le sens où j'estime avoir porté des questions qui étaient importantes. Bien sûr, tu as été très courageuse. Tu lui as demandé s'il allait garder au gouvernement une personne Accusé de viol. C'est la première fois qu'il s'exprimait sur Adama Traoré Bien aussi. sûr. Donc, j'estimais avoir fait un travail journalistique qui était important. Mm. Et j'étais fière de l'avoir fait comme ça, de pas être tombée dans une interview complaisante, alors que c'est ce qu'il venait chercher chez Bouscapé, tu vois. Et quand j'ai vu que le public n'avait pas compris cette interview et qu'il y avait plein d'interprétations de oui, ils ont pris de l'argent, enfin des trucs totalement fous, je me suis dit, mais en fait j'ai compris que les gens ne seront jamais d'accord avec ce que je fais, par principe. La société n'est pas faite pour accepter une personne comme moi. Mm. Une femme maghrébine qui veut faire des interviews politiques et des selfies sur Instagram, ça passe pas. Ça passe pas. Donc du coup, soit je prends en compte ce qu'ils me disent et du coup ça va m'amoindrir, soit je le prends et je dis mais c'est votre regard sur moi, moi je sais qui je suis. Et c'est comme le livre, moi c'est un truc de survie. Si je ne reste pas alignée avec moi-même, ma façon de faire, ma façon de voir les choses, bah, je vais être triste, quoi. Et j'ai pas envie que les gens me poussent à m'éteindre. C'est pas... Ça les regarde, quoi. Et vraiment, et maintenant, en plus, j'ai un truc de vraiment... je vois la personne abîmée, quoi. Je vois que moi, quand je vois une femme attaquer une femme, je dis, mais non, mais
C'est pas elle qui va te prendre ton mari, je te rassure. Tu vois, j'ai vraiment un truc de mais non, mais c'est pas à cause d'elle que t'es mal payé, je te promets. Enfin vraiment, c'est pas. C'est ce que j'avais dit dans un conte littéraire où j'avais dit mais je comprends même pas la rivalité féminine pour moi parce que vis-à-vis de moi parce qu'il y a même pas d'argent à gagner. C'est-à-dire je fais des métiers où je suis journaliste et autrice de documentaires et de livres. Par définition, tu vas jamais devenir millionnaire. Voilà, tu vois. Et donc en fait, je sais même pas ce que vous enviez parce que vos CDI sont sûrement beaucoup plus confortables que moi, tu vois. Donc il y a un truc de bon bah. Mais en tout cas, ce que j'entends là dans ce que tu décris, c'est que tu as une estime de toi qui est solide, en fait. Ouais. Moi, je crois que j'ai mis vraiment énormément de temps à me dire, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, je ne mérite pas ça. En fait, non, je fais du bon travail, je suis quelqu'un de bien, et à aucun moment, cette colère et cette méchanceté doit m'être adressée. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'années à me demander ce que j'avais fait pour mériter ça. Et là, tu es déjà arrivé au moment où tu te dis, bah non, en fait, je suis super. Et bravo de l'avoir atteint parce que c'est tellement long et tellement dur. Tu devais partir d'un noyau assez solide, quoi. Après, c'est comme je t'ai dit, c'est l'assemblage des trahisons. C'est que j'ai eu une trahison dans ma vie sentimentale qui m'a... Sinon, j'allais m'effondrer psychiquement. C'est-à-dire que si tu acceptes que tu mérites la souffrance, tu peux souffrir toute ta vie. Et que tu mérites la méchanceté, tu peux souffrir toute ta vie. C'est-à-dire que moi, parce que ça s'est passé, toutes mes formes de trahison, que ce soit le cyberharcèlement, ma rupture extrêmement douloureuse, tous ces moments-là se sont passés sur 1-2 années. C'est-à-dire que j'avais psychiquement, pour survivre, j'avais pas d'autre choix que de dire « Hey Nesrine, t'es quelqu'un de bien. » T'es quelqu'un de bien. T'es une bonne personne, t'es gentille. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et si je ne suis pas comprise, c'est pas grave. Vraiment, parce que sinon, j'allais pas survivre à toutes ces trahisons, j'allais pas survivre à ce qu'on me projetait, parce qu'en fait, c'est juste que j'étais entourée de gens abîmés, tu vois. C'est juste de la masculinité abîmée, de la féminité abîmée, je sais pas comment on peut définir ça. Donc, il y avait rien d'autre pour survivre psychiquement, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je me suis vécue, que de dire, tu es quelqu'un de bien. Et tu ne mérites pas ni de te faire cyberharceler, ni de te faire tromper, ni de te faire insulter sur Internet. Et je pense qu'une fois que tu l'as ancré en toi, maintenant, c'est un truc qui est un peu inébranlable. Bravo de l'avoir fait. Merci. Avec le recul, Nesrine, c'est quoi la meilleure des thérapies ? Ah, c'est l'amitié. C'est l'amitié et les voyages. Quand c'est avec les amis, c'est encore mieux. Mais les voyages tout seul, je le dis dans mon livre, mais je suis partie en road trip toute seule au Mexique. Oh, j'ai envie de faire ça tous les ans de toute ma vie, quoi. Mais bon, écologie plus pas assez d'argent de toute façon, mais ouais, non, les voyages... En fait, se prouver justement qu'en tant que femme, on peut survivre toute seule et se sentir en sécurité. Parce que moi, au Mexique, je me suis tellement sentie en sécurité. Pourtant, je roulais de nuit dans une voiture et je me suis sentie tellement en sécurité. Parce qu'en fait, je me disais, mais il peut rien m'arriver. En fait, je me disais tout le temps, il pourra jamais rien m'arriver de pire que ce qui m'arrivait dans ma vie. Tu vois, j'avais un peu ce truc-là de je sais pas, c'était un peu ma propre super-héroïne, tu vois. Et ça a été tellement une grande thérapie. Et puis mes amis, moi, j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis. Elles sont tellement précieuses. Et justement, c'est ce que je te disais. Je pense que c'est nos plus belles histoires parce qu'elles nous voient tellement évoluer. Moi, je les vois aussi évoluer. Je nous vois grandir. On prend tellement en maturité, en réflexion. Ouais, donc, ouais, meilleure thérapie, l'amitié et les voyages. Et le rap aussi. Ah oui, pas mal. La musique, bien sûr. Et surtout quand c'est des rappeuses comme Shai, tu vois. Que Shai, dans une de ses musiques, dans Commando, elle dit « Il fait la cuisine, j'ai les pieds sur la table ». Et ça, j'aime bien. J'aime bien l'arrogance des rappeuses. Des fois, on en a besoin. Tu vois, on a besoin, pour se motiver à faire des choses dans la vie, on a besoin, parce que les hommes se motivent avec de l'arrogance, hein, tu vois, la musculation et tout ça, c'est que de l'arrogance, tu vois. Donc, moi, je trouve que j'aime bien les femmes arrogantes, parce que justement, je crois que c'est une qualité, en fait, chez les femmes. Les hommes, ils en font autre chose. Mais je crois qu'une femme arrogante, en fait, c'est une femme qui ne se laisse pas faire et qui ne se laisse pas définir par les autres. Donc, je pense que les rappeuses aussi, c'est une bonne thérapie. Trop bien, un peu d'arrogance. J'adore cette prescription. C'est comme, tu sais, c'était... je sais pas si c'était à ton micro que Géraldine Nakache avait dit, il n'y avait qu'un seul pas entre humilité et humiliation. Ouais. C'était ici. Incroyable cette phrase, cette punchline. Ouais. Moi, ça m'est resté. Et justement, c'est pour ça que moi, par exemple, le truc que je peux recevoir très souvent, c'est « Ah, elle a l'air arrogante ». Je suis pas arrogante. J'ai confiance en moi, je suis pas arrogante. Mais c'est parce que c'est une manière de dire « Tu prends trop de place ». Donc moi, c'est pour ça que soyons arrogantes, en fait. Il faut l'être. Surtout quand ça c'est pas la vraie traduction, quand c'est pas le truc de « Elle aime piétiner les gens », etc. C'est pas ce que je prône.
Mais c'est soyons fiers d'être les femmes qu'on est, soyons fiers de s'affirmer et d'arriver en renversant les codes, en étant multiples, en étant pluriels, tu vois. Donc ouais. Hyper inspirant. C'est toi la grande sœur Nesrine, en vrai. C'est vrai? Non. Oui. Mais non, mais en plus, c'est trop bien Tu d'être viens à de ton me faire micro. la leçon. C'est trop mignon d'être à ton micro parce que ouais, le nombre d'années qu'on se connaît, et on a discuté effectivement du cyberharcèlement, on en a parlé plein de fois, mais pas que de ça d'ailleurs, on a parlé de plein de choses, mais c'est mignon d'être à ton micro. Ça me fait J'ai trop l'impression que je plaisir. suis devenue une grande personne. Ça y est, bienvenue Ça y Nesrine. est, je suis devenue une Tu as grande enfin 30 ans. Je donne des conseils dans des podcasts. Ça y est, ça y est, bientôt. Non, mais c'est cool. C'est très cool comme échange. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'est ce qui est bien dans ton podcast, c'est que les gens prennent le temps de raconter des choses très profondes et qu'on peut pas raconter ailleurs. Tu vois, ma rupture, je suis pas sûre que j'en aurais parlé dans d'autres podcasts. Tu y allais direct en plus. Je suis allée, ouais, parce que non, mais parce que je suis en plein dedans, mais c'est parce que voilà. Mais non, c'est très agréable Merci d'être Nesrine. aussi bien écoutée. Merci beaucoup. Merci à toi.